Michel Malon, pilote de chasse, ceinture noire, bouddhiste, père de famille, pas du gibier de cour d'assises. Et pourtant, cette histoire, c'est celle d'un entêtement sur fond de soleil et de cocotier, une rivalité entre deux hommes, deux Français, qui se disputaient un coin de paradis en République dominicaine. Au final, l'un est mort, abattu de 3 balles près de Marseille. Comment soupçonner l'autre à 8000 km de là? Presque un crime parfait. Les policiers ont mis des mois à démêler cette affaire. Cassis, ses falaises, sa vue imprenable, un refuge pour la bourgeoisie marseillaise. C'est là qu'Orlando Capozzi et sa femme Christine se font construire une belle villa dans la Pinède. Un chantier qu'ils suivent régulièrement. Ce lundi 15 septembre 2003, la visite se termine vers 10h. Les époux ont affaire, chacun de leur côté. On s'est séparés, on se faisait un petit bisou. Et je suis retournée à mon véhicule. Et puis je voyais qu'il démarrait pas et que les feux stop avaient été allumés. J'ai entendu comme un pétard. Donc je pensais que c'était sa voiture parce qu'elle avait un problème d'échappement. Et puis comme je voyais qu'il reculait pas, il avançait pas, j'ai dit hop, il est en panne. Donc je suis descendue de mon véhicule et je me suis dirigée vers le sien. Je tape à la vitre, il bougeait pas, il était là, les yeux ouverts. J'ai vu qu'il me parlait pas, donc j'ai pensé qu'il avait un problème cardiaque vu qu'il était, il avait un pacemaker. Et c'est quand j'ai posé ma main sur son cœur que j'ai vu tout le sang. Je comprenais pas d'où ça pouvait arriver. Mon regard s'est tourné vers le pare-brise et j'ai vu des impacts de balles. J'ai hurlé. J'ai crié, j'ai entendu des pas partir dans la colline. Ensuite, les secours sont arrivés. Ils ont sorti Orlando de la voiture. Ils l'ont allongé, ils ont essayé de le réanimer. Mais c'était trop tard, il avait pris 3 balles. Les enquêteurs m'ont dit que ça avait été une exécution, qu'on voulait vraiment pas qu'il s'en sorte. Daniel Capozzi, vous êtes la mère d'Orlando et vous vous êtes rendue sur place dès l'annonce de la mort de votre fils. Oui, ce lundi matin, 10h moins le quart, le téléphone sonne, j'étais en train de jardiner. Je vois que c'est Christine, ma belle-fille, qui m'appelle. Je réponds et j'entends des hurlements. « Dany, au secours, venez vite, on vient de tirer sur Orlando. Il est plein de sang, il me répond plus, je suis seule, venez vite, venez vite. » Je suis pétrifiée, on a tiré sur Orlando. Bon, je prends la voiture, 5 minutes après, j'arrive à la villa, je contourne la voiture. Elle est en plein soleil, je vois de suite 3 trous dans le pare-brise, je m'approche de mon fils qui est dedans, assis. Je lui parle, j'ai dit Orlando, ça va? Il a les yeux grands ouverts, ses beaux yeux verts, regardez la colline en haut. À ce moment-là, le médecin, qui est une doctoresse, vient à moi, elle me dit, Madame Capozzi, votre fils était mort quand on est arrivé. Vous savez, on l'a tué 3 fois. Chaque balle l'a tué, il n'y en aurait eu qu'une, n'importe laquelle. Il était mort. Et il avait des ennemis, votre fils? Comment vous expliquez à ce moment-là cette chose-là? Des envieux, des jaloux, peut-être. C'est un garçon, il avait tellement, il était beau, il était riche. Tout lui réussissait. Sûrement pas d'ennemis. Commandant Jean-Pierre Paravisini, à l'époque, vous êtes à la CRIM de Marseille. Quelles sont vos toutes premières investigations sur place? Mais là, c'est un peu particulier. D'une part, on a, vous savez, à la criminelle, on a toujours des doutes. Toute personne est suspecte. Donc, effectivement, il y a son épouse qui est présente. Il n'y a pas de témoin. On va écarter par la suite cette hypothèse-là, puisqu'il n'y aura pas de traces de poudre sur les mains de Mme Quenuel. Et les vérifications
qu'on fera par la suite fera en sorte que cette hypothèse sera écartée. Et la deuxième hypothèse, bien sûr, c'est que le tir vient du haut de la colline. Mais vous parvenez à identifier le lieu du tir? On n'arrive pas à parvenir. On a la balistique, par les 2 ou 3 points de détermination de la trajectoire, délimite un endroit, mais n'arrive pas à délimiter exactement le lieu du tir, de ce fait, on n'arrive pas à retrouver l'emplacement précis où le tireur a fait usage de son arme. Donc on est un peu dans... On ne trouve pas de munitions sur place, on ne trouve pas bien sûr de carabines, etc. On ne sait pas trop où on va aller, quoi. Nous avons un tireur. Un tir effectué à distance avec une arme longue, c'est une pratique qui n'est pas courante, même dans la région. La façon de tuer, c'est une façon qui est rarissime. Moi qui exerce depuis des années sur des affaires criminelles dans la région, dans le Midi, à Marseille en particulier, c'était la première fois qu'on avait, de toute évidence, quelqu'un qui était abattu au moyen d'une carabine de chasse et à longue distance. Un peu comme dans ce qu'on dit dans les films américains. Il y a une part, on va dire, de supputation sur d'éventuelles ramifications, peut-être avec l'étranger, d'un contrat avec un tueur professionnel. Un tueur professionnel, une arme longue, un contrat. Qu'a bien pu faire Orlando Capozzi pour être abattu comme un mafieux? Les policiers plongent dans sa vie. Ils découvrent qu'Orlando est fils unique. Son père a ouvert plusieurs bijouteries à Marseille. L'une d'elles est même très connue sur la Canebière. Sportif, dynamique, Orlando apparaît tout de suite comme un type sympathique. C'était un garçon très sociable, très, très joyeux, qui avait vraiment le sens de la camaraderie. Il était toujours entouré de plein d'amis. Après une école de commerce, Orlando s'est orienté vers la gémologie, l'étude des pierres précieuses. Un diplôme qu'il a décroché aux États-Unis. Il était vraiment brillant. Tout ce qu'il faisait, en fin de compte, c'était un défi. Donc il avait une phrase bien à lui, c'est qu'il n'aimait pas la seconde place. Après quelques années de travail dans la bijouterie, Orlando se lance dans l'immobilier. Il achète et revend des appartements à Marseille. C'est un homme d'affaires ambitieux et pressé. Orlando est atteint d'une myopathie cardiaque héréditaire. Il a vu son père en mourir à 52 ans. Il savait que le temps jouait contre lui aussi par rapport à sa maladie. Donc je pense qu'il était devenu beaucoup plus impatient par rapport à ça. Beaucoup nous le disent. Il a une espèce d'agressivité verbale, souvent, lorsqu'il est en contradiction avec les gens. Un peu trop franc, n'ayant pas peur de dire les choses quand ça fâche ou que ça fâche pas. Parfois, jusqu'à aller droit dans le mur alors qu'il pouvait avoir tort. Il était entier. Entier jusqu'à chambouler toute sa vie sur un coup de tête. Ou plutôt un coup de cœur. Nous allons partir en vacances, rendre visite à son cousin en République dominicaine. Et là, il décide de changer totalement de vie. Il avait cette volonté de réaliser un rêve familial, l'envie de nous créer un petit coin de paradis ailleurs qu'en France. Ce projet, il va le monter de A à Z en mettant tout son cœur. C'était du rêve. Le rêve, c'est Las Terrenas, un village de pêcheurs perdu au nord-est de l'île. On l'appelle le village gaulois parce qu'il est plein de Français. À l'époque, il n'y a ni route ni électricité. Orlando est sous le charme. Alors il monte une société, la San Joseph, et se lance dans la construction. Il achète tous les terrains qu'il trouve, les viabilise pour y bâtir de superbes villas qu'il revend à prix d'or.
C'est un nom d'affaires, le projet immobilier à ce moment plus important de la région, non seulement de la Terrena, de la région, avec 52 terrains de plus de 3000 mètres chacun. Orlando voit les choses en grand. Il veut monter un complexe hôtelier avec des commerces et un casino. Et pour sa famille, il fait construire une immense maison avec piscine sur la Punta Bonita, l'une des plus belles plages du pays. C'est un personnage haut en couleur, en ayant de l'argent, en l'exposant. C'est vrai, il y a une belle voiture, une jolie femme. Enfin bon, il y avait un panoplie complète de la réussite. Villa en France et à l'étranger, piscine, voiture de luxe, tout ça fait jaser. Et certains disent qu'Orlando Capozzi pourrait bien fricoter avec le milieu. Pourquoi pas la mafia italienne? Une piste que les policiers arrêtent très vite. On a fait des vérifications chez nous, dans nos archives de la police judiciaire, et effectivement, il n'a jamais été mêlé à une affaire quelconque. Et en plus, quand on a fait le tour de ces relations dans la région de Marseille, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de motif, on ne trouve pas à ce moment-là, nous, de motif qui puisse provoquer une mort pareille. Une exécution à l'arme longue. Forcément, ce meurtre fait du bruit à Marseille et les langues se délient. 2 jours après la mort d'Orlando Capozzi, un informateur balance un tuyau aux policiers. Il leur livre même 3 noms, Malon, Spadoni et Giustiniani. D'après cet homme, c'est Malon qui serait le commanditaire du crime. Cette information est relativement précise, dans ce sens que sur Michel Malon, il nous dit qu'il est associé avec Orlando Capozzi, qu'il est installé à Saint-Domingue où il a monté une entreprise de construction. Et il nous dit qu'il y a un conflit entre Capozzi et Malon sur des intérêts d'argent. Michel Malon serait en guerre contre Capozzi à Las Terrenas. Alors, il aurait décidé de l'éliminer. Pour commettre le crime, Malon aurait fait appel à l'un de ses meilleurs amis marseillais, Christian Spadoni. Il nous dit également qu'il connaît bien l'assassin, puisqu'il le connaît depuis son enfance. Il nous dit qu'il avait une société de climatisation. Il nous précise d'ailleurs que cette société de climatisation était en faillite. Ce Spadoni aurait donc accepté de tuer Orlando Capozzi. Et il aurait lui aussi recruté pour commettre le crime. C'est comme ça que l'informateur s'est retrouvé dans le coup. Lui et un autre homme, Yves Giustiniani. Il nous précise que ce Yves Giustiniani travaille à la RATM, qui est la régie des transports marseillais, des bus. Et il nous dit qu'il a fait des repérages accompagné de Spadoni et de Giustiniani. Et là, il va nous indiquer qu'il a même assisté à des essais qui ont été effectués par Spadoni et par Giustiniani, les essais de l'arme, la carabine calibre 222, par des tirs effectués sur un arbre dans un village du Var. L'informateur accepte même de conduire les policiers sur place. Là, il leur désigne un arbre. L'écorce porte 3 impacts de balles. Les policiers en extraient des projectiles qu'ils vont comparer à ceux qui ont été retirés du corps d'Orlando Capozzi. Ces projectiles vont revêtir une importance déterminante par la suite, puisque l'expertise va établir que ces projectiles ont bien été tirés par l'arme qui a été utilisée pour tirer sur Orlando Capozzi. Cette fois, les policiers tiennent une piste. Même si leur informateur semble de moins en moins sérieux. Alors c'est une personne qui, de prime abord, semblait quelqu'un de tout à fait normal, mais qui, sur du moyen terme, s'est avéré être une personne un peu fantasque, on va dire, pour le moins. C'est un malade mental. Il est atteint d'une schizophrénie et d'une pathologie très lourde. Il est suivi par des psychiatres. Il a déjà fait l'objet d'internement. Donc, les déclarations d'informateurs, on les prend toujours avec des pincettes. Mais celles-ci, on va les prendre encore plus avec des pincettes en raison de la pathologie psychiatrique dont est atteint cet informateur.
L'homme a notamment expliqué aux policiers qu'au départ, il était ravi de participer à un assassinat. Il est enthousiaste parce que Spadoni lui a dépeint la situation d'une telle façon qu'il est persuadé que Capozzi était un personnage vraiment très dangereux. Et en fait, il voit l'action menée contre Capozzi comme une démarche de justice. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. En filigrane, il semble persuadé que Christian Spadoni fait partie des services secrets. Et en fait, il nourrit une espèce d'espoir de pouvoir intégrer les services secrets français et de pouvoir participer à ce genre d'opérations occultes. Elle est en effet un peu obsédée par une théorie de complot perpétuel contre lui de la part de certains services secrets, ici le Mossad, la DGSE, enfin bon, il est persuadé d'être en effet pris en filature, qu'on veut attenter à sa vie, etc. Cette idée du complot lui est venue 15 jours avant le meurtre. Quand Spadoni lui a présenté sa compagne, il a découvert qu'elle était juive. Et là, il a tout compris. Alors, il a coupé son téléphone et il est parti se planquer à 150 km de là, où on ne risquait pas de le retrouver. La vraie raison qui le font se retirer et aller se cacher dans les gorges du Verdon, c'est qu'à un moment, il est parti dans son délire et il est persuadé que ce que Spadoni est en train d'entreprendre, c'est pas pour éliminer Capozzi, c'est pour l'éliminer lui. L'informateur est donc resté terré dans son refuge, la peur au ventre. Ce n'est que 2 semaines plus tard, quand il a vu dans les journaux le meurtre d'Orlando Capozzi, qu'il est sorti de son trou. Commandant Paravisini, cet indique qu'il n'est pas très clair quand même. Non, effectivement, il est particulier, on va dire. C'est une personne haut en couleur, mystérieux, qui s'entoure d'un tas de précautions pour nous parler, pour se rencontrer. Est-ce qu'il vous donne quand même des éléments tangibles? Il est crédible, il nous parle d'une carabine, on trouve le lieu, on récupère des projectiles, et ces projectiles correspondent à ceux que nous avons récupérés lors de l'autopsie sur la victime. Donc cet indicateur vous donne 3 noms. Qu'est-ce que vous décidez de faire alors? Vous décidez d'aller les entendre? Non, pas du tout. D'abord, nous décidons de faire, de prendre les vérifications les concernant, de voir à qui on a affaire. Est-ce que ces gens-là se connaissent? Est-ce que ces gens-là ont des liens entre eux? Pour cela, on récupère des téléphones, on récupère des facturations détaillées de la ligne téléphonique et on les met sous surveillance téléphonique. Michel Malon, Christian Spadoni, Yves Giustiniani, l'enquête de la police se concentre maintenant sur ces 3 hommes. Les policiers s'intéressent d'abord à Michel Malon, celui qui aurait commandité le meurtre. C'est un homme qui a vécu plusieurs vies. Ancien pilote de chasse, il aurait résilié son contrat avec l'armée de l'air parce qu'il refusait de porter l'arme nucléaire. Ensuite, il a dirigé de gros travaux pour la SNCF. Intelligent, calme, mesuré, Malon est un adepte des arts martiaux. Il a même ouvert un dojo où il donnait des cours de karaté. C'était quelqu'un de passionné, c'était quelqu'un de patient, de gentil. Tous les gens qui l'ont côtoyé m'ont toujours dit du bien de lui. En 2000, Michel Malon est parti pour la République dominicaine. Orlando Capozzi l'a recruté, il avait besoin de quelqu'un de confiance sur place pour mener à bien ses projets à Las Terrenas. Malon construisait pour Capozzi et a monté sa propre société. Il avait créé une constructora et il construisait des maisons, des villas, des routes. Un homme qui ne vivait que pour son travail, que pour ses constructions, surtout pour l'amour de la construction. C'était la première personne qui avait des grosses machines ici à Las Terrenas. Et nous, on commençait des projets avec des routes. Et les premières routes qu'on a fait, c'était à la main, les Haïtiens. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir contact avec Michel. Michel Malon a vite fait son trou en République dominicaine. Là-bas, il se fait appeler Malone.
Il travaillait très bien. Puis quand partout où tu allais, que tu voyais que tu allais avec lui quelque part, c'était « Hola Michel, comment tu vas ?» Je veux dire, il était allègre. Quant à Christian Spadoni, les policiers découvrent que c'est un ancien élève de karaté de Michel Malon. Les deux hommes se sont rencontrés au dojo. Depuis, ils ne se quittent plus. Christian Spadoni, personnalité complètement différente de Michel Malon, alors plus marseillais on va dire, plus impulsif, un peu détendu à la marseillaise, la blague facile. Christian Spadoni, c'est le plombier climatiseur, l'artisan, mais un artisan intello. Homme brillant, cultivé, intelligent, il s'intéresse par exemple à l'étude du russe, il a une grande culture pour ce qui concerne tous les arts martiaux, la culture des pays asiatiques, et sur ce terrain-là, c'est un homme intéressant. Christian Spadoni est aussi quelqu'un qui a le sens des valeurs. Passionné par le Moyen-Âge et la chevalerie, il aime les hommes d'honneur. C'est quelqu'un qui cultive ce sens de l'amitié et qui ferait volontiers sienne cette maxime de La Fontaine, l'amitié, rien n'est plus commun que le nom, rien n'est plus rare que la chose. Lui, il s'inscrit dans la rareté, mais on peut compter sur lui. Au rang de ses amis, on trouve Yves Justiniani, un homme qui a fait des études de notaire avant d'intégrer la régie des transports marseillais. Sympa, serviable, Justiniani est aussi angoissé, car il a déjà fait 2 infarctus du myocarde. On sait qu'il est plus ou moins en séparation avec son épouse. Il est pas mal aidé par sa mère financièrement parce que il est en arrêt de maladie. Il a des problèmes cardiaques assez graves, assez sérieux. Un prof de karaté zen, un plombier intello et un malade du cœur, voilà donc les 3 hommes que l'informateur balance. 3 hommes sans casier judiciaire. Commandant Paradisini, vous avez donc 3 noms, Malon, Spadoni, Justiniani. 3 hommes en fait qui n'ont pas du tout le profil. Est-ce que, sans la dénonciation de l'informateur, vous aviez une chance de remonter jusqu'à eux ? Dans l'immédiat, je ne pense pas. On ne serait pas remonté tout de suite jusqu'à eux. Il aurait fallu d'abord examiner l'entourage de la victime, et tout ça, ça aurait pris du temps. Et vous décidez donc de les surveiller plutôt que de les entendre ? Tout à fait, on décide de les surveiller parce que nous n'avons pas tous les éléments d'enquête, nous n'avons pas les retours des facturations détaillées, nous n'avons pas les retours de la balistique, nous n'avons pas les filatures sur les intéressés qui vont nous dire s'ils sont en relation directement ou pas. Tout ça, il y a un travail à faire et il ne suffit pas d'aller interpeller tout de suite les présumés auteurs et puis de les interroger. Non, il faut construire le dossier pour avoir toutes les chances de notre côté. C'est ce que nous décidons de faire. Les policiers marseillais s'envolent pour la République dominicaine où ils découvrent une drôle d'ambiance. Lorsqu'on arrive à Las Terrenas, qu'on rencontre les gens, moi qui ai travaillé sur le banditisme dans la région marseillaise, et là on rencontre des gens qu'on a connus, mais qu'on a connus dans le domaine du banditisme à Marseille. Et ce qui est assez original, c'est qu'on va, aux côtés de ces gens-là, on va rencontrer des gens qui sont, eux, issus de la bourgeoisie française. C'est encore le Far West, il faut se replacer dans le contexte. On est dans les années entre 98 et 2003. Les gens se promènent avec le colt à la ceinture. Enfin, c'est des choses qu'il faut intégrer. Le pays offre aussi quelques facilités pour des gens peu scrupuleux. Il existe une législation qui est très précise en République dominicaine et cette législation est adaptée en fonction des magistrats, des policiers et de chaque personne qui détient une parcelle du pouvoir. En fait, on est dans le domaine complet de la corruption. C'est dans ce contexte qu'Orlando Capozzi et Michel Malon se sont lancés dans les affaires. Pendant 2 ans, ils ont travaillé main dans la main. Et les affaires marchaient bien.
il faut savoir que les terrains qui ont été achetés par Orlando Capozzi, ce sont des terrains qui valent plusieurs millions de dollars US. Les affaires marchaient bien puisque, si vous voulez, c'est un projet. Vous savez, un projet, vous avez des milliers de mètres carrés. Vous avez les moyens de le faire vivre, de construire, d'avoir un projet de 55 villas d'un côté. Après, il y allait avoir une partie résidentielle. Il y avait même un troisième projet de casino, de supermarché. Je veux dire, c'était des gros moyens. Donc ça marchait bien. Tout roulait jusqu'au jour où Orlando a commencé à soupçonner Michel de l'arnaquer, de lui surfacturer du caliche, une sorte de remblai pour soutenir les routes. Disons que si Michel facturait 100 camions de caliche à la Saint-Joseph, des fois il en passait que 40. Donc 60, ça fait un petit manque, quoi. Répété sur plusieurs jours, sur plusieurs mois, ça a vraiment été, voilà, oui, le début de leur problème à tous les deux. Je me souviens d'une forte dispute entre eux, justement, où Orlando Capozzi m'a téléphoné. Il est sorti du bureau, fâché, et il est sorti, il m'a rappelé 10 minutes après en me disant tu vas dire à ton enculé de Malone que c'est terminé, il est mort ici, il ne travaillera plus jamais, et je lui donne quelques jours pour sortir de mon projet. La surfacturation n'est qu'une partie des problèmes. Entre Malon et Capozzi, il y a un autre enjeu, la parcelle numéro 18. C'était un échange de bons procédés. Je te donne la parcelle 18, tu construis ta maison qui sera la maison de témoin pour le projet puisqu'il n'y avait rien, et à la fin du projet, je te donne le titre du terrain. Mais après l'histoire du caliche, Orlando Capozzi a refusé de donner à Malon son titre de propriété. Il lui a dit, maintenant tu n'auras rien, tu n'as plus de maison, tu n'as plus rien, puisque le titre c'est encore moi qui l'ai, donc je ne te le donnerai jamais. Petit à petit, la situation s'est envenimée. Quand Michel s'est rendu compte qu'il le menaçait de ne pas lui donner son titre, de ne pas lui payer la maison, de ne pas lui payer la piscine, de ne pas lui financer, c'était quand même énormément d'argent. Donc il a dit, non, attends, là, j'ai un problème, un très gros problème, donc on va aller devant la justice. Elle a commencé à faire les histoires de confrontation personnelle, beaucoup de choses, menaces, litiges, opposition à les comptes bancaires, embargo, un désastre juridique. L'embargo, un système juridique particulier utilisé fréquemment en République dominicaine. Il suffit de se rendre chez un juge avec une facture impayée pour demander une hypothèque provisoire sur les biens de son débiteur. C'est ce que Malon a fait. Il a ainsi obtenu plusieurs hypothèques sur les terrains d'Orlando Capozzi. On se retrouve dans une situation, à ce moment-là, où, en fait, les deux parties sont bloquées complètement. Il n'y a plus de marge de manœuvre. La seule solution aurait été, justement, une négociation, ce à quoi Orlando Capozzi se refusait complètement. Et d'énormes tensions parce que je me souviens que Michel avait très très peur, me disait toujours, tu sais, je ne peux pas sortir de chez moi, je suis obligée de me mettre sous ma voiture, d'ouvrir toutes les portes, parce qu'il avait peur qu'on lui mette des choses dans sa voiture, de la drogue pour le faire tomber en prison. C'est qu'ici, c'est très très grave. Donc il y avait des pressions dans ce sens-là, des angoisses, de se dire comment est-ce que l'autre va piéger l'autre, de quelle façon. Michel se sentait menacé, d'autant plus qu'Orlando lui aurait dit qu'il allait le tuer. Et donc Malon va déposer plainte donc, à Las Terrenas, à la République dominicaine, à l'encontre d'Orlando Capozzi pour menace de mort. Et la législation dominicaine fait que systématiquement, à partir du moment où une plainte est déposée au pénal, la personne qui est mise en accusation est incarcérée. Et donc Capozzi va se retrouver en prison. Bien sûr, pour sortir de prison, Orlando Capozzi a dû payer une caution. Mais ce n'est pas tout.
Les policiers découvrent que de son côté, Orlando Capozzi menait aussi la vie dure à Michel Malon. Orlando Capozzi est allé dénoncer Michel Malon à l'ambassade en disant qu'il utilisait, donc il était à l'origine d'un trafic d'engins de chantier volés. Du trafic d'engins volés. Non, Michel, il a fait venir ces engins. Il y a eu la douane, les impôts ont été payés en douane, il y a des reçus. Orlando Capozzi nie avoir proféré des menaces de mort. Michel Malon nie avoir trafiqué ou surfacturé quoi que ce soit. Chacun accuse l'autre de lui devoir de l'argent, chacun est sûr d'être dans son bon droit et aucun ne veut céder. On a en face de nous des hommes qui sont très têtus, très acharnés, très têtus. C'était vraiment une guerre. La guerre Capozzi-Malon. C'est dans ce climat qu'un nouvel événement vient exacerber la haine entre les deux hommes. Le 16 mai 2003, Michel Malon prend sa moto pour rentrer chez lui à Las Terrenas, sans casque, comme d'habitude. Il conduisait toujours une moto assez haute, assez grande. Il conduisait assez vite d'ailleurs. Une centaine de mètres avant d'arriver chez lui, il y a une voiture qui a déboulé d'un tout petit chemin et qui l'a choqué. Blessé, Michel Malon se retrouve à l'hôpital. Il a été touché à la tête et il a eu beaucoup de séquelles. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Il a été persuadé que c'était un coup monté, que c'est Capozzi ou sa bande qui lui a envoyé Une idée qui n'a jamais quitté Michel Malon. 4 mois plus tard, Orlando Capozzi est assassiné à Cassis dans sa voiture. Orlando Capozzi et Michel Malon étaient donc rivaux, deux coqs. Mais de là à dire que l'un a fait tuer l'autre, il faut des preuves. C'est en France que les policiers les cherchent maintenant. Ils commencent par examiner les communications téléphoniques de Spadoni et de Giustiniani. Grâce aux fadettes, les policiers découvrent que Christian Spadoni, l'ami de Michel Malon, a passé plusieurs coups de fil à une armurerie dans le centre-ville de Marseille. Les policiers s'y rendent pour apprendre qu'Yves Giustiniani, le copain de Spadoni, a acheté une carabine de calibre 222 Remington. Lorsqu'on découvre qu'ils achètent cette arme, en fait, on va s'intéresser aux conditions de l'achat et on s'aperçoit donc que la commande de la carabine a lieu donc vers le 20 mai et que le 20 mai se situe uniquement quelques jours après la pseudo-tentative d'assassinat en moto commise sur Michel Malon. L'armurier explique que début août, 1 mois et demi avant l'assassinat d'Orlando Capozzi, Christian Spadoni est revenu. Il lui a acheté des accessoires pour la carabine. Dominique, c'est ça le matériel que les suspects ont acheté ? Oui, c'est ça Frédéric. Une carabine de chasse, Remington, calibre 222, répétition manuelle, plusieurs coups, et tout un tas d'accessoires qui vont avec. Alors, une lunette de visée, lunette de précision, un télémètre, c'est un appareil qui sert à lire la distance entre le tireur et la cible. Un réducteur de son qui vient se visser au bout du canon de la carabine. Donc c'est un silencieux. Une visée point rouge, on connaît ça. Hein, ça c'est pour pointer la cible. Et puis ensuite, ils ont bien choisi le type de munitions qu'ils ont tiré. Le 222, c'est un calibre, mais il y a plusieurs types de munitions 222. Eux, ils ont choisi de tirer de la subsonique, ça pèse 2,30 g, subsonique blindée. Le tireur a utilisé 3 balles. Les 3 balles ont été mortelles, dont une qui a explosé le pacemaker d'Orlando Capozzi. Que dit la balistique, Dominique ? La balistique dit, Frédéric, que les 3 balles qui ont servi à tuer Orlando Capozzi
et celles qui ont été retrouvées dans l'arbre après les essais de tir sont bien des balles de calibre 222 Remington qui peuvent avoir été tirées par le type d'armes qu'ont acheté Giustiniani et Spadoni. Est-ce qu'il fallait être bon tireur avec ce matériel pour ne pas louper sa cible? Frédéric, il faut savoir utiliser une arme, c'est certain, mais il ne faut pas forcément être un très bon tireur. Quand on a un matériel pareil, une carabine comme ça, il ne faut pas être un très très bon tireur. En examinant encore la téléphonie, les policiers s'aperçoivent que Spadoni et Giustiniani ont des petites manies. Ces gens-là utilisent des téléphones qui ne coupent jamais. On présume même que lorsqu'ils mettent leur téléphone à charger, ils le laissent en marche. Le téléphone n'est jamais coupé, autant pour Spadoni que pour Giustiniani. Et qu'est-ce qu'on fait comme constatation qui est beaucoup plus intéressante? C'est que le jour des faits, on constate que leur téléphone a été coupé un peu avant 7h du matin, quasiment en même temps, après une dernière conversation entre eux d'ailleurs, et que ces téléphones vont être remis en marche vers 13h. Donc pour nous, il est évident que c'est un élément subjectif, mais c'est quand même un élément essentiel. Ça veut dire que ce jour-là, il s'est passé quelque chose de particulier dans leur vie. Ils ont coupé leur portable, mais ils n'ont pas arrêté de s'appeler. Ils se sont téléphonés avec des appareils anonymes. Des téléphones qui n'auraient pas dû être repérés, mais Giustiniani a fait une erreur. Il a glissé sa puce anonyme dans son téléphone personnel, et ça n'échappe pas aux policiers. Car de nos jours, on peut remonter tous les appels passés depuis un portable grâce au code email, un numéro de série unique pour chaque téléphone, une sorte d'ADN. Quand on va s'intéresser à ce numéro de téléphone-là, on va s'apercevoir qu'en fait ce téléphone-là fonctionne et est en relation uniquement avec un autre numéro de téléphone non identifié. Ces deux numéros de téléphone anonymes, en fait, lorsqu'ils fonctionnent, transitent uniquement sur les relais qui sont situés autour du domicile d'Orlando Capozzi. Les policiers découvrent que ces deux téléphones ne fonctionnent qu'à certaines dates. On va s'apercevoir que c'est à l'époque où Orlando Capozzi rentre de Saint-Domingue et vient séjourner en France que, comme par hasard, les téléphones se mettent à fonctionner. Comment Spadoni et Giustiniani ont-ils pu être informés des allées et venues d'Orlando Capozzi? Là aussi, les téléphones vont parler. On s'aperçoit que chaque fois, aux périodes quelques jours ou quelques heures avant que Orlando Capozzi ne rentre en France, il y a des appels qui viennent de Michel Malon en République dominicaine à destination du téléphone de Cristian Spadoni. On en vient à la déduction que Michel Malon va informer Cristian Spadoni de l'arrivée de Orlando Capozzi et lui permettre de cette façon-là de mettre en place des surveillances et éventuellement peut-être de l'éliminer. D'ailleurs, Spadoni et Malon, qui avaient l'habitude de s'appeler très régulièrement, ont brutalement cessé de le faire depuis le 15 septembre. Le jour de la mort d'Orlando Capozzi. Ça aussi, c'est bizarre. Il n'y a plus de communication entre les téléphones de Michel Malon et le téléphone de Cristian Spadoni. Si ce n'est qu'on s'aperçoit que Cristian Spadoni reçoit un appel qui émane d'une cabine téléphonique qui se situe à Saint-Martin-de-Crau. Saint-Martin-de-Crau, c'est le domicile de Michel Malon qui, à ce moment-là, séjourne en France. Pourquoi Michel Malon prend-il autant de précautions pour se rendre à une cabine téléphonique pour appeler son ami, Cristian Spadoni? De quoi a-t-il pu lui parler ce jour-là? Commandant Paravisini, si on récapitule, qu'est-ce que vous avez exactement contre les suspects? Alors, contre les suspects, nous avons leur relation. Ils se connaissent, il y a un mobile. Malon a un différend important avec Capozzi. Malon est en relation intime avec Spadoni. Nous avons l'achat de l'arme. Nous avons les munitions récupérées dans l'arbre, correspondantes avec celles récupérées dans le corps de la victime. Tout cela, ce sont des preuves. Et donc vous arrivez à écrire un premier scénario? Nous arrivons à écrire un premier scénario. Le scénario qui, d'ailleurs, nous avait été donné par l'informateur. L'informateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Spadoni a agi pour le compte de Michel Malon
pour un différend avec un nommé Capozzi, problème financier. Le nommé Giustiniani n'a fait que aider Spadoni dans le repérage de la villa à Cassis. Alors pourquoi vous décidez de ne pas les interpeller alors que vous avez justement la certitude de tenir vraiment le bon trio? Parce qu'on préfère, nous sommes à la fin de l'année, on sait que Spadoni va partir à Saint-Domingue, qui va revenir. On préfère avoir encore un peu plus d'éléments sur place. On le fait suivre. On écoute ces lignes téléphoniques. On essaie d'avoir les réactions, de savoir comment il va réagir. Et on préfère le prendre au retour en janvier plutôt que de l'interpeller, de les interpeller tout de suite sans savoir réellement ce qui peut advenir de l'enquête. À Las Terrenas, la vie suit son cours. Michel Malon travaille désormais avec Christian Spadoni, qui supervise les chantiers, trouve de nouveaux acheteurs, se comporte comme son nouvel associé. On apprend que Malon lui a donné de l'argent, que Malon lui a acheté un 4x4. Lorsqu'on va entendre par la suite des témoins des gens de Las Terrenas, certains vont nous dire qu'ils sont surpris de voir que Malon a donné par exemple de l'argent à Spadoni, alors que Malon est connu pour être quelqu'un de très près de son argent. Michel Malon s'est donc relancé dans les affaires en attendant l'issue de ses procès contre Orlando Capozzi. Mais la veuve d'Orlando, elle, ne peut pas attendre. Depuis la mort de son mari, elle veut rompre avec la République dominicaine et vendre tous les terrains qu'il possédait sur place. Le problème, c'est que ces terrains sont toujours gelés par les embargos de Malon. Elle est donc obligée d'aller là-bas pour négocier. Nous allons essayer, je dis bien essayer, de trouver Michel Malon, qui me fuit. Tant bien que mal, on lui tombe dessus par surprise. Et là, mon avocat lui dit que je me suis déplacée, que je suis là que pour quelques jours et que ça serait bien que nous ayons une conversation, une discussion pour essayer de comprendre et de trouver un terrain d'entente. Le rendez-vous est pris le 5 décembre 2003, près de 3 mois après la mort d'Orlando. Lorsqu'elle arrive chez l'avocat, Christine croise un homme qu'elle ne connaît pas. Arrive un homme d'apparence très bien, très poli, très courtois, qui vient, qui me présente ses condoléances en me disant « Je suis un ami, je me présente, je suis Christian Spadoni, je suis un ami de Michel Malon et je viens vous présenter mes condoléances parce que ce qui est arrivé à votre mari, c'est horrible. » Mais à la table des négociations, l'ambiance n'est plus à la compassion. Je me retrouve dans un contexte un peu semi-western, on va dire, avec Michel Malon, armé, un garde du corps de Michel Malon qui reste devant la porte. Et là, l'avocate de Michel Malon nous sort une pile, mais énorme, de procédures à l'encontre d'Orlando, 2 ans de prison ferme, 3 millions de dollars d'amende, enfin un truc... énorme. Michel Malon n'en démord pas. Capozzi ne lui a jamais payé la construction de sa villa avec piscine, ni plusieurs routes. Et il n'est pas prêt à effacer la dette. Et là, je me retrouve face à Michel Malon, froid comme un serpent. Je n'ai pas la possibilité de payer 3 millions de dollars à Michel Malon, vu que les terrains de la société sont gelés. Donc, je décide de faire une négociation. Ça a duré 2 jours, jusqu'à ce moment où j'en peux plus. Moi, ce que je veux, c'est rentrer chez moi, retrouver mes enfants. Donc, je lui accorde les terrains qu'il demande. Christine lâche 4 terrains en compensation de la dette. En échange, Malon accepte d'arrêter toutes les procédures. Ça a choqué toute la communauté française de Las Terrenas qui ne voulait pas prendre parti
Mais simplement, les gens ont dit, mais il lui devait rien, quoi. Il lui devait une somme tout à fait médiocre dans le cadre de relations entre entrepreneurs. Et il va avoir les 4 plus beaux terrains de la concession de Las Terrenas, en première ligne, en bord de mer, les cocotiers. Enfin, vous imaginez, 800 valeurs du terrain lui-même, 800 000 $, avec la construction derrière. Enfin, c'est la fortune pour Michel Malon. C'est la fortune. Michel Malon ne cache pas sa joie, sans savoir que les policiers suivent au téléphone tous ses commentaires de satisfaction. Pour les policiers, tout est clair. Malon a commandité le crime et Spadoni l'a exécuté avec Giustiniani. Mais lors de la garde à vue, ils vont avoir une surprise. Dès la mi-janvier 2004, les policiers passent à l'action. Ils profitent du retour de Spadoni en France pour l'interpeller et ils arrêtent aussi Giustiniani. Dans l'appartement de Spadoni, les enquêteurs trouvent un pistolet automatique, des jumelles et plusieurs téléphones, mais pas de carabine 222. En garde à vue, Christian Spadoni nie être impliqué en quoi que ce soit dans la mort d'Orlando Capozzi. Les policiers le laissent causer, avant de lui mettre sous le nez petit à petit les éléments qu'ils ont accumulés contre lui. On commence à parler de l'arme, l'achat, pourquoi, à quoi cette arme devait servir, à qui elle était destinée. Bon, donc c'était a priori une arme pour aller chasser ou braconner, enfin peu importe, en Corse. Mais pourquoi un réducteur de son ? Pour pas déranger, parce que on était censé s'en servir chez la mère d'Yves Giustiniani pour pas déranger, donc on met un réducteur de son. Et le télémètre laser, pas de réponse. Et Spadoni n'est pas beaucoup plus bavard sur son emploi du temps le jour du meurtre. À partir de là, ça commence à devenir un peu moins précis, un peu plus vague. On est parti faire une balade en forêt, on voulait être tranquille. Bon, petite faille. Au bout de quelques heures, Spadoni ne peut plus nier, il craque. À un moment donné, il dit, voilà, maintenant ça suffit. Bon, je vais vous dire ce qui s'est passé réellement. Et il nous explique qu'il est l'auteur du tir sur Orlando Capozzi. Et il raconte. Ce lundi 15 septembre, Giustiniani l'a déposé à côté de la maison d'Orlando Capozzi. Calmement, il est allé se poster sur la colline. Il nous explique comment il arrive à positionner son arme et il se sert d'un morceau de bois qui se termine par une fourche. À un moment donné, donc, Orlando Capozzi sort de sa maison, rentre dans son véhicule. Christian Spadoni nous explique qu'il attend que sa femme ne soit pas dans le champ, enfin à portée de tir, et là il fait feu. Il nous explique qu'il est dans un état un peu second. Il ne sait plus s'il ramasse ou pas les douilles. Il s'éloigne du pas de tir et ensuite il reprend le chemin inverse. Il nous explique qu'il ne veut pas garder l'arme avec lui, qu'il s'en débarrasse en la cachant dans un trou d'ébouli. Et pour prouver sa bonne foi, Christian Spadoni accepte de conduire les policiers à l'endroit où il a tiré, à plus de 100 mètres de sa cible. Sur place, les policiers retrouvent 3 douilles de calibre 222, mais pas l'arme. Pendant ce temps-là, en garde à vue, Yves Giustiniani ne reconnaît qu'une seule chose. Il a bien conduit son ami Spadoni à Cassis. Giustiniani, lui, explique qu'il n'était pas au courant que Christian Spadoni allait tuer Orlando Capozzi. Il lui avait en effet parlé d'une correction, il lui avait parlé en effet des problèmes qu'il avait rencontrés avec lui, ses menaces, etc. Ce jour-là, il a donc déposé Christian Spadoni près de chez Capozzi, sans savoir ce qu'il allait faire. Après l'avoir déposé, il est allé faire un tour sur le port de Cassis, il avait bu un café, et qu'il était allé récupérer Spadoni après que celui-ci l'ait appelé pour venir le chercher. Dans la voiture, Spadoni lui aurait dit « Ça y est, les problèmes sont finis ». Et c'est à ce moment-là seulement qu'il a compris qu'Orlando Capozzi était mort. Quand les policiers lui demandent «
Pourquoi avoir acheté l'arme s'il n'était au courant de rien? Justiniani a une réponse toute prête. Comme Spadoni, il va nous dire que la carabine, lui, c'est un passionné des armes, qu'il est corse, comme tous les Corses, il aime les armes, et que cette arme-là, elle était uniquement destinée à aller tuer du sanglier à Regno sans que ça attire l'attention du voisinage. Jusque-là, les policiers avaient vu juste. Mais contre toute attente, Spadoni vient bousculer la fin de leur scénario. Michel Malon n'est pas le commanditaire. Sa ligne de conduite, c'est moi, je prends tout sur moi. L'ensemble des faits, l'achat de l'arme, les repérages, il agit à la demande ou sur les ordres de personne. Spadoni explique que s'il a tué, c'est par amitié. Parce qu'il était persuadé que son ami Malon était en danger. Et il a les bruits qui lui reviennent de Las Terrenas où ça se passe mal, où ce contentieux a pris une dimension terrible. Procès, histoire d'argent, menaces, accidents. Alors il dit qu'il a essayé d'arranger la situation. Il est même allé 3 fois essayer de raisonner Orlando Capozzi. Il nous explique, j'essaie d'avoir des explications avec lui, mais il n'y avait pas moyen. Et à un moment donné, il m'a menacé, moi et mes enfants. Ça se passe très mal entre les deux hommes. Christian Spadoni dira « J'ai été menacé, mes filles qui sont la prunelle de mes yeux, j'ai eu peur pour elles. » Capozzi a même dit que ses enfants ils finiraient sur le trottoir. Donc il nous explique qu'à un moment donné, il avait plus le choix. C'était lui ou Orlando Capozzi, quoi. Commandant Paravisini, à votre avis, pourquoi Spadoni prend-il tout sur lui? Spadoni prend tout sur lui pour plusieurs raisons. La première, Spadoni, il est ami avec Malon, et quand on procède à son interrogatoire, il revient rapidement, il reconnaît les faits, et il se rend compte qu'il est piégé, et il se dit à monter en prison, autant que je monte tout seul, que je dédouane les autres, hein. D'une part parce qu'il a sa fierté, parce que c'est un gars qui a une certaine forme d'honneur, entre guillemets, hein. Donc il se dit, je préfère me prendre tout ça, c'est pas en disant que le commanditaire c'était Malon, que je vais prendre moins de prison. Il sait très bien qu'il va prendre le maximum, et il se dit, au moins, peut-être qu'en sortant de prison, je pourrais négocier certaines choses avec Malon. Donc il se dit, à monter, je suis pris, je monte seul, voilà. Grand seigneur. À l'issue de leur garde à vue, Spadoni et Justiniani sont mis en examen pour assassinat et incarcérés. Quant à Malon, c'est une question d'heure. Spadoni a beau le mettre hors de cause, les policiers sont en route pour la République dominicaine. À Las Terrenas, les policiers marseillais n'ont aucun pouvoir. Ce sont donc les policiers dominicains qui prennent les choses en main. Ça a été un peu une chevauchée, une course-poursuite dans les lomas. On a vu arriver tout un tas d'auxiliaires. En fait, ce sont des Dominicains, tous armés jusqu'aux dents, et qui sont partis à la chasse, en quelque sorte, pour retrouver Michel Malon, qui, fort heureusement, n'a pas été trouvé par ces gens-là, mais est revenu à son bureau pendant qu'on y était. Parce que je ne sais pas ce qui lui serait arrivé, quoi. Je ne sais pas s'ils avaient bien compris ce qu'on leur demandait. Et ils devaient penser peut-être qu'il fallait l'éliminer. Voilà. Waouh, l'arrestation de Michel, c'était dur. À 9h du matin, j'ai eu une trentaine de policiers de toutes sortes, armés jusqu'aux dents, qui sont entrés dans mon bureau et qui m'ont enfermé, qui m'ont demandé de ne plus toucher à rien. Michel Malon est emmené dans les locaux d'Interpol à Saint-Domingue. Immédiatement, il nie toute implication dans le meurtre. Il avait bien des problèmes avec Orlando Capozzi, mais c'est devant la justice qu'il comptait les régler. Le commandant lui apprend que son ami Spadoni vient d'avouer à Marseille. Mais ça ne l'émeut pas. Il va dire, moi je ne suis au courant de rien.
J'ai jamais rien demandé à personne. Je n'ai surtout pas commandité Christian Spadoni pour assassiner Orlando Capozzi. J'avais aucune raison. Michel Malon est inébranlable. Et il est arrivé devant nous, plutôt sûr de lui. J'essayais de discuter avec lui, de lui expliquer quand même, de lui expliquer réellement les éléments qu'on avait à notre possession, notamment les éléments sur la téléphonie, sur la préparation de l'assassinat de Capozzi. Maintenant, il était persuadé que ça marcherait pas pour nous. Malgré son assurance et ses dénégations, Michel Malon est incarcéré dans les locaux haute sécurité d'Interpol en attendant son extradition. Mais très rapidement, il est transféré dans une autre prison, à Narayo, où grâce à ses relations et à son argent, il se retrouve dans le carré VIP. Cours de tennis, chambre individuelle avec matériel hi-fi, cuisine, salle de bain et même un petit jardin. Dominique, les policiers surprennent une conversation téléphonique entre Malon et sa femme depuis sa prison dominicaine. Oui. Alors, il est dans son quartier VIP, de la prison dominicaine, et Michel Malon reçoit un appel de sa femme qu'il appelle de France sur un téléphone qui est écouté par la police. Et leur conversation, elle va sacrément intéresser les enquêteurs. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, Michel Malon, il a toujours dit « Je ne sais rien du meurtre d'Orlando Capozzi ». Et là, il dit le contraire à sa femme. Voilà ce qu'il lui dit. C'est la retranscription de l'écoute téléphonique. Je ne sais pas s'il faut que je leur dise aux policiers que Spadoni s'était confié à moi après. Un jour, il était venu à la maison, il était effondré, il me l'avait dit. Je pouvais quand même pas aller le dire à la police. Bon, écoutez, je sais ce qui s'est passé, mon meilleur ami vient de tuer machin. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Et sa femme lui répond, bah oui, mon trésor, c'est défendable. Et Malon continue, mon souci, c'est qu'aujourd'hui, on risque de me reprocher de ne pas être allé le balancer. Mais enfin, je savais pas les détails. Alors les policiers en tirent quelle conclusion ? Il y a deux hypothèses, Frédéric. Soit Malon dit la vérité à sa femme, Spadoni a lui-même décidé d'aller tuer Orlando Capozzi, et il lui a dit après. Ça fait de Malon même pas un complice, bon, non-dénonciation de crime, ou recel de malfaiteur, puisqu'il l'a hébergé chez lui, ça va pas chercher très très loin. Soit, il y a une deuxième hypothèse, Malon sait pertinemment que la conversation qu'il a avec sa femme est écoutée par les policiers, donc il leur donne un os à ronger. Il dit plus je sais rien, il dit oui je savais, Spadoni me l'avait dit, mais je pouvais quand même pas dénoncer un ami. Et dans les deux cas de figure, première et deuxième hypothèse, de toute façon il est innocent. Première hypothèse de travail, celle du chevalier blanc. C'est Spadoni seul qui aurait eu l'idée du crime et qui aurait tout organisé. Il y a, dans le profil psychologique de Christian Spadoni, quelque chose un petit peu, vous savez, du bandit d'honneur. Un peu à la Corse. Quelqu'un qui prend tout sur lui. Il y a une histoire de fierté, il y a une histoire d'homme. Il s'est cru un personnage du début du siècle, quoi. Servant dans les troupes de Mémé Guérini, avec fidélité totale à la parole donnée quand on est corse. Il se croit le Lucky Luciano de Cassis. Pour les policiers, cette hypothèse ne tient pas, car contrairement à ce qu'il prétend, Spadoni n'a probablement jamais rencontré Orlando Capozzi. Aucun lien téléphonique entre Capozzi et Spadoni. Aucun témoin très proche de Spadoni, aucun n'est en mesure d'attester d'une quelconque rencontre. Spadoni affirme qu'il voulait réconcilier Capozzi et Malon. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir fait au grand jour ? Si effectivement on dit on va essayer de rencontrer ce type-là, on va essayer peut-être de le secouer un peu, ou de lui parler, ou de lui demander des comptes, ou de l'amadouer, ou de négocier, pourquoi utiliser un téléphone anonyme ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. On va utiliser le téléphone anonyme comme le font les truands ou les voyous, parce qu'on sait qu'il va y avoir un acte gravissime au bout et qu'on ne veut pas être identifié. Quant à son mobile, les menaces que Capozzi lui aurait faites, les policiers n'y croient pas non plus. Reste la deuxième hypothèse. Spadoni n'a pas de raison personnelle de tuer Capozzi. Celui qui va retirer quelque chose de la disparition de Capozzi,
Et c'est Malon. Et si on s'en tient à cette logique, tout s'imbrique. Vous savez ce que c'est le crime parfait? Le crime parfait, c'est le crime dans lequel l'assassin n'a aucun rapport avec la victime. C'est le crime parfait. Parce qu'on cherche toujours le lien entre la victime et l'assassin. Là, on aurait pu être dans le cas du crime parfait. Pourquoi? Parce que Spadoni n'a aucun rapport avec Capozzi. Vous savez, dans la stratégie et dans l'architecture criminelle qu'avait calculé Malon, il y avait aussi l'éloignement. Celui-ci s'est dit finalement que le mobile pourrait peut-être se perdre à la faveur d'un océan. Ça n'a pas été le cas. À ce stade de l'enquête, le juge d'instruction a donc beaucoup de questions à poser à Michel Malon. Le problème, c'est qu'il est toujours dans sa prison dorée en République dominicaine. Dominique, Michel Malon va être finalement extradé, mais son extradition, elle est digne d'un polar. Oui. C'est presque Malon plus fort que Malon. Alors, on sait déjà qu'il est dans sa prison VIP et va réussir à en sortir. Alors, la version officielle, c'est il a bénéficié d'un principe qui s'appelle l'habeas corpus, là-bas, en République dominicaine, qui dit ce principe qu'on ne peut pas maintenir une personne en détention sans qu'elle ait été jugée. D'accord ? La version officieuse, on est au conditionnel, il aurait payé, et il aurait payé cher, 750 000 $. Bon, Malon est dehors, sorti de sa prison, et il fête sa liberté recouvrée dans les restaurants de Las Terrenas. Sauf que Las Terrenas, c'est à peine grand comme un confetti, que tout se sait, et que les policiers français qui sont au STIP, c'est le service de coopération internationale en poste à l'ambassade, apprennent qu'il est dehors. Et ça les agace. Oui, ça les énerve un peu, donc ils vont aller prévenir l'ambassadeur en lui disant « Excellence, on a un problème. Il est sorti, la rumeur dit qu'il essaie de vendre ses terrains. Pour partir encore plus loin, il faut faire quelque chose. » Donc l'ambassadeur de France appelle le président dominicain, et à partir de ce moment-là, eh bien, on pense que l'escorte présidentielle ou les services secrets dominicains vont se charger d'enlever et d'extrader Malon, qui va être livré en Martinique. Alors, si on continue toujours dans le conditionnel, il serait arrivé en hélicoptère sur une plage de Martinique. Ça se serait passé comme ça. La version officielle française, c'est celle-ci. Les policiers vont le chercher à l'aéroport de Fort-de-France en Martinique et écrivent dans leur procès verbal « Nous présentons aux portes de l'avion Air Caraïbes TX 7863. Constatons la descente de l'avion du capitaine de police Guillermo González de la République dominicaine, escortant l'intéressé. L'intéressé, c'est Michel Malon, on l'a bien compris. À partir de là, la Martinique, c'est la France, direction la prison des Baumettes à Marseille. Devant le juge d'instruction, Michel Malon démonte d'emblée l'accusation. Elle repose selon lui sur une construction intellectuelle qui n'a aucun sens. Pourquoi aurait-il fait tuer un homme qui lui devait de l'argent ? Et il balance, le voyou, c'est pas lui, c'est Capozzi, un escroc qui flouait ses associés. Capozzi ne pouvait pas accuser Michel Malon de surfacturer, puisque c'est lui qui demandait à ce que ça soit surfacturé. Et ça s'est arrêté, ils se sont fâchés, se sont brouillés le jour où Michel lui a dit « stop ». Dans cette affaire, on a dit tout et n'importe quoi à son sujet. Par exemple, qu'il était bloqué à cause de ses procès contre Orlando Capozzi. Michel, il avait un tas d'autres clients. On construisait des villas en Loma, partout, des routes, puisque les seuls engins qui existaient à l'époque sur Las Terrenas, ce étaient les engins de Michel. Donc à chaque fois qu'il y avait une route à faire, on faisait appel à Michel, bien sûr. Michel Malon le dit et le répète, il n'a rien à voir avec la mort d'Orlando Capozzi. Il n'y a pas de preuve directe ou indirecte d'implication de M. Malon et les mobiles étaient inexistants. Dans cette affaire, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir su et de n'avoir rien dit. Tout d'un coup, il apprend que son ami, depuis des années, se trouve impliqué dans des affaires extrêmement importantes. Par fidélité, en voyant cette détresse, il a accueilli M. Spadoni. Il lui a aidé. C'est ce qui peut être reproché à Michel Malon, effectivement, de ne pas avoir eu la réaction d'aller immédiatement dénoncer
Christian Spadoni, et donc à la police, et dire que c'est lui qui avait tué Orlando Capozzi. Mais bon, on est loin d'un commanditaire de crime. Et ce qu'on lui fait, c'est un scandale. Pendant qu'on le retient injustement en France, il se fait piller en République dominicaine. Il y a eu des mouvements sur ses terrains, sur son business, de personnes qui ont profité parce qu'ils se disaient que de toute façon, Michel, il allait plus jamais revenir, donc ils allaient en profiter de la situation. Maître Bruno Rebstock, vous êtes l'avocat de Michel Malon. Que vous dit votre client dans cette affaire ? Il est qu'il est innocent, bien entendu. Il est très anxieux dans la perspective du procès. Toute l'instruction, à son sens, est en fait à charge et cristallisée autour de documents financiers et à essayer d'établir un mobile qui, pour lui, évidemment, n'existe pas. Il n'y a pas de preuves matérielles. Comment vous faites pour démonter l'accusation ? L'important, c'est de mettre en avant, d'une part, donc l'absence totale d'éléments de preuves, téléphonie et autres éléments habituels. Deuxièmement, la personnalité, Michel Malon, qui est en contradiction totale avec ce crime. Et troisièmement, parce que nous avons quelqu'un qui revendique la réalisation et l'idée de ce crime. Vous parlez de la personnalité de Michel Malon. Comment vous la définiriez ? C'est évidemment quelqu'un dont la sérénité, le calme dénote totalement, évidemment, avec la violence d'un assassinat et avec la violence de ce crime. Il va quand même un peu spolier la veuve de M. Capozzi. Spolier, je rappelle quand même que la veuve de M. Capozzi va négocier avec Michel Malon, mais assistée de plusieurs avocats de grande réputation en la matière, et ça n'est donc pas un face-à-face entre Michel Malon et Madame Capozzi, évidemment éplorée à la suite de l'assassinat de son mari. Si Michel Malon était vraiment le commanditaire, est-ce qu'il aurait eu intérêt à le faire depuis la République dominicaine ? On comprend très vite, compte tenu de l'ambiance, de la distance, qu'il aurait été 10 fois plus simple de réaliser ou de faire réaliser ce crime en République dominicaine, évidemment, que sur le territoire français. Parce que ? Parce qu'on a très vite compris qu'il était sans doute très facile de recruter sur place des hommes de main pour réaliser cet assassinat sans prendre le risque de le commettre sur le territoire français, comme cela a été commis. L'argent. Pour l'accusation, c'est le nerf de la guerre. Pour la défense, un mobile qui ne tient pas. Le juge a besoin de savoir si Malon avait un intérêt financier à éliminer Capozzi. Pour avoir la réponse, le juge d'instruction fait appel à un expert financier. Mais son travail ne va pas être une mince affaire. En République dominicaine, c'est très difficile parce que par ailleurs, il y a énormément de faux qui sont faits. Il y a, du fait de la corruption, et aussi des documents officiels qui sont obtenus de façon illégale, en quelque sorte. Hein. Et c'est vrai que ça rend les investigations d'autant plus difficiles. Mais après des mois de travail et plusieurs rapports, l'expert parvient quand même à se faire une religion. Compte tenu des documents que m'ont été donnés par les deux parties, j'ai conclu que M. Capozzi devait une somme très minime par rapport à ce que, réclamait M. Malon. En tout cas, pas le montant, je crois, de 500 000 $ qu'il réclamait, jamais de la vie. Moi, j'ai chiffré, en gros, la dette à environ 100 000 $. Et l'expert enfonce le clou. M. Capozzi est dans une étudiante ville d'affaires tout à fait aisée pour une personne comme ça, voilà. Ce qui n'était pas le cas de Michel Malon. Car même s'il avait des terrains, il n'avait plus de liquidité. Et donc, pas les moyens de les faire fructifier. Malon, il avait une situation financière pour les besoins de son entreprise qui était assez préoccupante. Autrement dit, pour répondre à la question du juge d'instruction, Malon pouvait avoir un intérêt à ce qu'Orlando Capozzi disparaisse. La preuve, il a pu négocier avec sa veuve et obtenir d'elle ce qu'Orlando n'aurait jamais cédé. Cette expertise financière vient sceller le sort de Michel Malon. Malgré ses dénégations, il est renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat.
Ce sont donc 3 hommes qui se retrouvent devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence en septembre 2008. Yves Justiniani, qui a obtenu une libération pour raison médicale, comparé libre pour complicité. Derrière lui, dans le box, Michel Malon et Christian Spadoni répondent, eux, d'assassinat. Et dès le départ, le procès vire au règlement de compte. C'est horrible parce que là, je me retrouve dans une situation totalement inversée, c'est-à-dire que ce n'est plus les accusés qui sont montrés comme des monstres, c'est mon mari. Donc là, bien sûr, les rumeurs de voyous, de grande gueule, mais des horreurs. C'est-à-dire qu'on fait le procès d'un mort. Côté accusé, en revanche, Michel Malon s'en sort plutôt bien. Car il a pour lui une ribambelle de témoins qui viennent à la barre chanter ses louanges. Christian Spadoni est égal à lui-même, il assume tout et il le dit. Je suis le seul responsable, le seul coupable. C'est moi et c'est personne d'autre, très déterminé, très très déterminé. C'est le chevalier des temps modernes. Quant à Yves Justiniani, l'impression qu'il fait est désastreuse. C'est quelque chose de phénoménal parce qu'il ne sait rien. Il a mené Christian Spadoni pour tuer Orlando, mais il ne sait pas qui va tuer Orlando. Il va rentrer vraiment dans le rôle du malade, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'allonge dans le tribunal, il est pas bien. Mais ce n'est ni le chevalier des temps modernes, ni le grand malade qui préoccupe l'avocat général. C'est Michel Malon, celui qui serait le cerveau du crime, mais contre lequel il n'a aucune preuve. Le dossier était difficile à tenir pour l'accusation, d'autant plus que nous n'avions pas les témoins dominicains et nous n'avions pas, surtout c'était un élément important, absolument important, nous n'avions pas la présence de l'expert financier. On va regretter tous ensemble que des témoins là aient fait défaut. Mais c'est quelque part, c'est l'as terrenas. Il n'y a pas que des gens qui ont forcément envie d'être confrontés à la justice pénale, même en qualité de témoin. Et ça va donner une dimension un petit peu chaotique à cette procédure. Astucieusement, Bruno Rebstock et Éric Dupond-Moretti, les avocats de Malon, s'engouffrent dans la brèche. Pour eux, le litige entre Malon et Capozzi portait sur des queues de cerises. Et s'il n'y a plus de litige, il n'y a plus de mobile, donc plus rien contre Malon. Mais ils n'arrivent pas à convaincre l'avocat général. J'ai requis des peines lourdes, j'ai requis des peines de 25 ans, à la fois contre Michel Malon et contre Christian Spadoni, parce que j'ai considéré qu'ils étaient associés dans ce projet criminel. Et j'avais demandé une peine moins forte, de 20 ans pour Justiniani. Mais les jurés ne l'ont pas vraiment suivi. Christian Spadoni est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Yves Justiniani prend 8 ans. Quant à Michel Malon, c'est la surprise. Il est acquitté. Catastrophe, écœuré. L'injustice est la plus poignante. On a accentué sur la personnalité d'Orlando et on a complètement minimisé le rôle de Malon. Et Malon s'en est tiré. Beaucoup de déception parce que c'était pas du tout ce qu'on attendait. Ça a été horrible, cette décision de voir d'un coup ces gens hurler de bonheur que vous savez que c'est lui. Mais il n'a même pas exulté. C'est comme s'il le savait. De fait, c'est un Michel Malon encore sidéré qui sort le soir même de prison. On a vu cet homme sortir de la maison d'arrêt avec ses 2 gros sacs, embrassé par sa compagne et soutenu par elle. Donc après, il a rencontré des gens qui sont venus à sa rencontre au fur et à mesure. Alors, acquittement, sortie de prison, ça vous fait quoi? J'en reviens pas encore.
Je suis tellement ému que j'en reviens pas encore. J'arrive pas à m'exprimer. Sinon, les 5 années, je suis bouddhiste, donc je vais considérer ça comme une retraite de 5 ans. J'en reviens pas encore. Maître Rebstock, j'imagine que cet acquittement est un véritable soulagement pour vous. C'est un soulagement, mais on sait que ce sera un soulagement de courte durée dans la mesure où le parquet fera nécessairement appel de cet acquittement. C'est un soulagement aussi quand même parce que cette décision est intervenue au terme d'un délibéré relativement rapide, ce qui nous laisse à penser du côté de la défense de Michel Malon que l'évidence s'est rapidement imposée à une majorité des jurés et de la Cour. Malon reste libre pendant 2 ans. Que fait-il ? Il réapprend à revivre en famille, à réinstaurer des liens sociaux, et puis il va ensuite évidemment chercher à faire le bilan ou à reprendre ses affaires telles qu'il les avait laissées. Et il va donc à ce moment-là, après de grandes hésitations, se rendre en République dominicaine. Il va y passer ces 2 années de liberté ? Il ne passera pas ces 2 années, il fera des va-et-vient entre sa famille en France et ses affaires en République dominicaine. Il n'a jamais pensé prendre la fuite ? Jamais. Michel Malon n'a jamais pensé à prendre la fuite. Il est convaincu évidemment de son innocence et il veut qu'à nouveau, devant la cour d'assises d'appel, cette innocence soit définitivement reconnue. Novembre 2010, retour aux assises pour Michel Malon. Ses avocats Bruno Rebstock et Éric Dupond-Moretti sont confiants, prêts au combat. Le parquet veut jouer jusqu'au bout, mais cet appel, il a été interjeté. Nous ne craignons pas cet appel parce que le dossier n'est pas plus rempli qu'il ne l'était en première instance. Côté partie civile, il y a du changement. La famille d'Orlando Capozzi a fait appel à un nouvel avocat, maître Gilbert Collard. De son côté, Michel Malon lui semble plus angoissé qu'en première instance, même s'il comparaît libre. Il arrive, il est libre. C'est-à-dire que le soir, il va dormir à l'hôtel, il va, il vient. Ce qui est très dur pour nous, quand vous êtes dans une salle, où vous attendez que la porte du tribunal s'ouvre et que vous l'avez à côté de vous à la machine à café. À ses côtés, il y a Yves Giustiniani, qui a fait appel de ses 8 ans de prison et qui continue de se dire totalement innocent. Lui, c'est un somnambule. C'est le somnambule du boulevard du crime, lui. Bon, il sait pas. Il déambule dans toute cette histoire comme s'il avait les yeux bandés, les oreilles bouchées, les mains ligotées. C'est vraiment le somnambule du crime, lui. Le seul qui n'est pas rejugé, c'est Christian Spadoni. La cour l'a extrait de sa prison pour témoigner. Il est donc venu prêter main forte à ses amis et redire qu'il est le seul coupable. La déposition de Spadoni n'était pas un numéro, c'était un sketch. Spadoni, c'est le prototype du meilleur ami qu'on préférerait avoir comme meilleur ennemi. Il va tellement en faire pour dédouaner ses 2 complices que tout son jeu va sonner faux. La défense a du mal à remonter la pente. D'autant qu'entre Gilbert Collard et Éric Dupond-Moretti, c'est une guerre de ténors qui se joue devant les assises du Var. Qu'on a Éric Dupond-Moretti, dont le talent est indiscutable, et que je suis là. Bon, c'est l'affrontement de bêtes de prétoire, quoi. C'est lui qui m'empêche de m'inspirer. Donc ça a été un procès très violent, oui, physiquement violent même. Il ne faut pas céder, quoi. Il ne faut pas avoir peur d'intervenir, il ne faut pas avoir peur de s'interposer.
ses cris, ses disputes. Ah oui, parce que c'était la commedia dell'arte. Hein. Quand vous avez Collard d'un côté, Dupond-Moretti de l'autre, oui, où on sent une certaine animosité entre les deux hommes, hein, mais dans l'intérêt de la défense de leurs clients. Et les coups pleuvent. Gilbert Collard a une nouvelle cartouche. Il a déniché un PV dans lequel un témoin affirme qu'il faut avoir lu L'art de la guerre de Sun Tzu pour comprendre Malon. Je me fais apporter le livre et je retrouve dans le livre, transposé, hein, toute la stratégie mise en place par Malone pour éliminer M. Capozzi. Se tenir à distance, par exemple. Or, lui, il est merveilleusement à distance de la scène de crime. Mettre des intermédiaires entre soi et sa victime, il a des intermédiaires. Bon. Vraiment, on a retrouvé la méthode transcrite d'une manière sanguinaire dans la réalité. Mais pour les proches de Michel Malon, cet argument ne vaut rien. Ça montre vraiment que l'accusation cherche vraiment la moindre petite bête pour essayer de l'enfoncer et de l'accuser. C'est tellement petit, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En revanche, ce que l'accusation a de solide, cette fois-ci, ce sont les témoins dominicains. On a beaucoup de mal à faire dire les choses aux témoins. Mais, contrairement à ce qui s'est passé en première instance, ils sont là. On sent qu'ils ont peur et qu'ils sont intéressés. On sent que le marché de l'immobilier là-bas est une immense entreprise dans laquelle tout le monde se gave, quoi. Avec ces témoins, les jurés découvrent un visage différent de Michel Malon. Le portrait de l'homme zen se fissure encore plus quand arrive son avocate dominicaine. C'était une tigresse et qui était prête à tout pour faire triompher son client. Et je lui ai quand même fait faire dire qu'elle avait fait des faux, qu'elle avait égaré des documents volontairement. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le coup de grâce pour Michel Malon, qui tente quand même de faire bonne figure pendant que les jurés délibèrent. La cour d'assises, vous pouvez rentrer. Il est très très zen. Il va passer devant moi, il va me regarder avec un petit rictus, mais du style... c'est comme la première fois. Mais ça ne se passe pas comme la première fois. Yves Justiniani est condamné à 10 ans de réclusion criminelle, soit 2 ans de plus qu'en première instance. Quant à Michel Malon, il prend 15 ans. Ça nous est tombé dessus comme un couperet, comme un rideau qui tombe. On n'a pas compris. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Quand on passe en 2 ans, en 2 procès, on passe d'innocent à accusé, c'est sans preuve supplémentaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens? Comment a été mené le procès? Je ne sais pas. Non, je ne comprends pas. Michel Malon, lui, encaisse sa condamnation sans rien dire. Très zen, résigné. Il a mis tout seul les mains derrière le dos et les policiers n'ont plus qu'à fermer les menottes sur ses poignets. Ça m'a étonné. Ils étaient, lui comme son camarade, son co-accusé Yves Justiniani, ils se sont laissés faire. Pas un mot, pas un bruit. Je trouvais ça très étonnant. Moi, mon regret final, c'est pourquoi ils se sont pas mis, ces 2 hommes, à un moment donné, autour d'une table, et ils se sont pas mis d'accord. C'est le drame de ce procès. C'est pas des gibiers. Michel Malon, c'est pas un gibier de cour d'assises. Maître Rebstock, quelle est votre réaction à la condamnation de Malon?
C'est évidemment une immense déception humaine et une immense déception sur le plan judiciaire. C'est manifestement, j'en reste encore convaincu, aujourd'hui une erreur judiciaire. Cette condamnation intervient en l'absence totale d'éléments de preuve. J'ai le sentiment que les arguments qui l'ont emporté sont des arguments qui sont à la périphérie du dossier. Ces arguments, évidemment, ont dû toucher une certaine sensibilité des jurés, mais on est loin de la raison, de la rigueur, de la preuve. Et une fois encore, on doit regretter que les décisions de cour d'assises ne soient pas motivées, car si évidemment les parties civiles n'ont pas pu savoir pourquoi Michel Malon avait été acquitté par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône 2 ans plus tôt, Michel Malon et sa défense ne sait pas plus aujourd'hui pourquoi il a été condamné par la cour d'assises du Var en appel. Daniel Capozzi, donc après cet acquittement, Michel Malon est condamné à 15 ans en appel. Et quelle est votre réaction à ce moment-là? Pas le bonheur, mais un soulagement que cet homme aille en prison où il mérite d'être, même si c'est pour une course à 5 et demi d'assassiner. Les 2 années qui se sont passées entre le premier procès et l'appel, j'ai su qu'il était retourné à Saint-Domingue, vivre à Saint-Domingue. Pendant 2 ans, je l'ai imaginé chaque jour sur les plages qu'il a estorquées en faisant assassiner à mon fils, à vivre là-bas sur ces plages de rêve. Ça a été dur. Je suis soulagée donc là, même si je sais qu'il ne va pas rester longtemps en prison. Et vous avez toujours cru en la culpabilité de Malon, vous n'avez jamais eu de doute? Jamais. Jamais. Michel Malon et Christian Spadoni ont donc gagné quelques années à l'ombre. En prison, Malon se serait mis à la peinture. Pas sûr qu'à leur sortie, les 2 hommes aient encore envie de goûter au soleil des tropiques.